Bonjour, c'est Baptiste Denis. Là, vous vous dites, c'est marrant, ça commence pas comme d'habitude, il n'y a pas la petite musique là qui fait ding, 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 ding. Bon bref, j'ai absolument pas l'oreille musicale, désolé. Je voulais juste vous remercier d'être de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner, noter l'émission, la partager pour la soutenir. Comme ça, pendant les barbecues des ponts du mois de mai, vous pourrez répondre à votre beau-frère qui vous demandera « Hey, est-ce que tu connais comment est votre climat ?» C'est un podcast sur le climat du coup, et c'est vraiment vachement bien, tu devrais t'y mettre, tu verras, ça va te plaire. Donc pour avoir cette conversation et mettre tout le monde de bonne humeur, soutenez ce podcast. Allez, bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans Comment est votre climat, le podcast qui humanise le changement climatique. Parmi les arguments les plus répandus chez les semeurs de doute, on entend souvent « l'homme s'est toujours adapté, la planète peut se réchauffer, on trouvera une solution ». Bon, déjà, c'est pas vrai. Tout le monde ne pourra pas s'adapter. Il faut vivre sur un territoire qui en a la possibilité physique, la volonté politique et les moyens financiers. Ensuite, il ne faut pas que l'argument de l'adaptation devienne un frein à l'action. Il sera toujours plus simple de s'adapter dans une planète réchauffée de 2 degrés que de 4. Les vagues de chaleur seront moins violentes, l'océan moins élevé et notre santé mise à moins rude épreuve. Et pourtant, il faudra bien s'adapter à un monde qui se dérègle. Les gaz à effet de serre ont une durée de vie plus ou moins longue dans l'atmosphère, et même si nous coupions le robinet du carbone demain, l'inertie de ces gaz maintiendrait un certain niveau de réchauffement. Alors comment adapter nos villes, notre agriculture ou encore nos modes de travail ? Pour répondre à ces questions, je reçois un expert de la résilience. Bonjour Eliane Moundib. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir. En plein cœur de Paris, nous sommes véritablement dans le centre, dans un lieu assez atypique qui a ouvert il n'y a pas si longtemps que ça. Nous sommes à l'Académie du Climat, à 2 pas de la mairie de Paris. Donc je vais vous parler un petit peu de ce lieu dans quelques minutes, mais d'abord pour ceux qui n'ont pas encore la chance de vous connaître. Donc vous êtes ingénieur en résilience climatique. Je vais vous parler de ce mot. Je ne savais pas qu'il y avait des ingénieurs en résilience climatique. Vous avez 29 ans, 30 ans. 29. Vous aurez 30 ans cette année. On verra. Si j'en crois la date de naissance qui est dans votre livre, puisque vous avez également écrit un livre chez Tana Édition, dans la collection Fake or Not. Il y a plusieurs sujets qui sont mis en avant. J'ai eu la chance de recevoir Maxence Cordiès il y a quelques semaines. Il s'est attelé à l'énergie. Vous êtes attelé à l'adaptation. Et ce sera justement le sujet aujourd'hui de notre podcast. Donc, comme je le disais, vous êtes ingénieur, vous avez été diplômé de 2 écoles, je crois, centrale à Lyon, mais aussi outre-Manche, à Londres, à l'Imperial College. Alors déjà, ma première question, vu que vous êtes ingénieur en résilience climatique, j'ai l'impression que le mot résilience, je l'entends un peu partout ces dernières années. C'est quoi concrètement la résilience ? Ouais, c'est vrai. Merci déjà pour l'invitation. Moi, je suis ravi de répondre à tes questions, si on peut se tutoyer, et puis essayer d'aller... de déboiser ce sujet de l'adaptation et puis essayer de faire le tri entre tous ces mots qui traînent autour de l'adaptation, le mot résilience, le mot robustesse, le mot antifragilité, le mot vulnérabilité, etc. etc. et peut-être montrer aussi 2-3 graphiques ou en tout cas pour les vidéos et avoir en tout cas une explication la plus pédagogique possible sur ce que va être une France à plus 4 degrés si on y va pour de vrai, est-ce qu'on peut vraiment s'y adapter et trouver les institutions qui nous permettraient en fait de nous adapter et en tout cas de rentrer vraiment dans un monde qui va devenir fluctuant. Donc qu'est-ce que c'est la résilience ? La résilience, c'est un mot un peu large qui essaye de prendre en compte le fait qu'on a un choc, on a une contrainte ou un choc, donc quelque chose qui peut être aigu ou quelque chose qui peut être plutôt progressif. Et en fait, l'idée, c'est comment un système va réagir à cette contrainte. Quand on parle de résilience, c'est souvent une définition qui se donne pour objectif de prendre la contrainte et de se relever pour se transformer. Quand on prend la définition de la résilience comme ça, on se rapproche de celle de la robustesse, qui est une définition en fait qui prend en compte le fait qu'on rentre dans un monde fluctuant et en fait, c'est rester stable et se transformer pour en fait intégrer une augmentation de la variabilité des conditions climatiques, des conditions en fait d'habitabilité plus généralement. Et du coup, en fait, moi, dans mes travaux, dans ma carrière professionnelle et puis dans les travaux que je peux mener de vulgarisation, de réflexion sur ces enjeux-là, j'essaye de regarder les grands chantiers qu'on va devoir réaliser pour s'adapter
dans ce monde fluctuant, mais aussi essayer de me départir du prisme très technocratique qui habite cette question de l'adaptation. C'est-à-dire c'est une question qui est plus compliquée que l'atténuation. L'atténuation, pour rappel, c'est limiter les causes du changement climatique, c'est-à-dire limiter les émissions de gaz à effet de serre, donc consommation de pétrole, gaz, charbon, ainsi que la déforestation. Quand l'adaptation, c'est traiter ses conséquences. Et donc, il y a toujours ce prisme-là sur cette question de l'adaptation. D'un côté, il y a des personnes qui suggèrent qu'on pourrait s'adapter à tout et à n'importe quoi, avec du coup un peu une forme de technosolutionnisme réinventé. Un peu plus subtil d'ailleurs que le technosolutionnisme qui est plus présent dans l'espace public, et de l'autre côté des franges qui disent parler d'adaptation c'est déjà un échec, donc il ne faut surtout pas en parler et rester énormément calé sur la question de l'atténuation. Moi je pense que ce double prisme là il faut le faire sauter, et il faut parler d'adaptation comme une mise en sécurité sociale des communs et des besoins. C'est ça la thèse que j'essaye de développer dans la fin de S'adapter Fake or Not. Est-ce que vous êtes résilient, vous, à titre personnel ? C'est une bonne question. Je sais pas. J'essaye en tout cas d'avoir une forme de vie qui est polycentrique, c'est-à-dire d'avoir une vie qui n'est pas basée sur une hyper-efficacité sur deux sphères, par exemple sphère familiale, amoureuse et sphère professionnelle, mais d'avoir une vie où en fait on va avoir plusieurs centres, donc une place beaucoup plus importante notamment pour le sport, pour les activités de réflexion intellectuelle, les activités d'engagement associatif, les activités amicales. Moi, je pense que c'est ça, en fait, si on reprend ce terme de résilience et qu'on essaye de l'inscrire dans nos vies personnelles à nous, l'idée, c'est de faire plein de choses. Parce que quand vous faites plein de choses et que vous avez le temps de faire plein de choses, et quand il y a une chose qui ne va pas, il y a toutes les autres qui marchent encore. Alors que quand vous avez une vie qui nous est un peu imprimée par le système actuel, c'est-à-dire travail-famille quand même, grosso modo. En général, quand ça va pas dans le travail, ça contamine la famille. Quand ça va pas la famille, ça contamine le travail. Et tout explose d'un coup en général. Et c'est des formes de vie qu'on nous propose qui sont, on va dire, qui se mettent bien en fait dans le paradigme de la robustesse versus la performance d'Olivier Hamon. La performance, c'est quelque chose qui marche dans des conditions stables, mais quand les conditions ne sont plus stables, en fait, la performance, elle va accélérer une forme d'effondrement, alors que la robustesse, c'est en fait avoir beaucoup plus de diversité, et donc ça permet d'intégrer une variabilité beaucoup plus importante du monde et des conditions de vie en général, et donc nous permettre fondamentalement d'être plus résilient, robuste, en tout cas d'être plus, fondamentalement adapté au monde, c'est-à-dire en tout cas avoir plus de transformation, intégrer les perturbations extérieures pour essayer de se rendre plus fort et puis avoir en fait une forme d'émancipation par rapport en fait à ce modèle qu'on nous propose, quoi. Une question sur ce lieu, avant d'aller un peu plus loin dans la partie personnelle. Comme je le disais, nous sommes à l'Académie du Climat, qui est ouvert il y a quelques années dans Paris. En fait, c'est un lieu donc, qui a été réhabilité, un lieu d'ailleurs magnifique. Si nos auditrices et nos auditeurs peuvent y passer, n'hésitez pas, le lieu est absolument sublime. Dans ce podcast, l'idée, c'est aussi de sortir un petit peu de notre bulle, de la bulle écologie. C'est vrai que parfois, on est des gens de climat qui parlent à d'autres gens de climat dans des événements de climat, etc. Est-ce que l'Académie du Climat, paradoxalement, ne participe pas un peu justement au fait qu'on reste dans notre bulle, ou alors au contraire, c'est l'objectif, c'est d'en sortir ? Alors il nous faut des espaces. Il faut des espaces de rassemblement déjà, c'est-à-dire qu'en fait on est quand même dans un monde qui est extrêmement difficile à tenir lorsqu'on est conscient de toutes ces thématiques-là, mais aussi quand on est précaire, quand on est un peu broyé par le système en tant que tel. Et donc, il faut forcément qu'on ait à notre disposition, pour tenir et pour s'organiser, qu'on ait des lieux de partage, des tiers-lieux comme l'Académie du Climat à Paris, mais il y en a plein d'autres. Il y a la recyclerie, il y avait la base qui a fermé malheureusement, il y a la Maison Zéro Déchet. En fait, tous les lieux qui permettent de rassembler autour. Alors, effectivement, ça crée fondamentalement des phénomènes de bulles, mais ce n'est pas l'Académie du Climat qui est responsable de ces bulles-là, c'est plutôt l'organisation générale des réseaux sociaux qui crée un peu ces phénomènes de bulles. Et puis il ne faut pas non plus croire que notre époque est si originale que ça a toujours existé. Par défaut, lorsqu'on est dans des relations humaines, on va être plus proche des gens qui sont proches de notre classe sociale, qui sont proches aussi de nos idées politiques, en tout cas des idées qu'on défend,
et puis les gens qui sont plus proches de nos structures. Et je pense qu'effectivement, il y a un travail à faire de faire vivre ces lieux de partage, de les étendre au plus grand nombre, et aussi d'avoir des moments où on a cette forme de vie polycentrique, c'est-à-dire qu'on va à d'autres endroits. Moi, par exemple, je fais du foot de façon très 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 régulière, et ça me permet de me reconnecter à la classe sociale duquel je viens, et au fur et à mesure de mes études que j'ai quitté un peu malgré moi, parce que j'avais 2 parents qui étaient professeurs en collège et lycée public, et ils m'ont fait le hack des études en fait, et au fur et à mesure je me départissais d'une partie de mes camarades qui eux avaient peut-être moins de chance d'avoir des parents qui pouvaient les soutenir sur le travail scolaire, et puis de savoir ce qu'il fallait prioriser, pas prioriser, etc. Donc il y a un double travail à faire. Ces espaces, ce sont des bonnes choses, c'est pas des choses qui créent ces bulles-là de mon point de vue. Elles permettent d'échanger, elles permettent d'avoir un enrichissement, une émancipation collective, mais il faut aussi effectivement qu'on travaille tous ensemble à les étendre, et puis à aller dans d'autres lieux, notamment plutôt moi d'où je viens, les quartiers populaires de banlieue parisienne. Et donc voilà à peu près pour cette réponse sur l'Académie du climat. Est-ce que vous êtes éco-anxieux, Iliane ? Alors, la question de l'éco-anxiété, c'est une vaste question. Moi, j'aime pas trop cette thématique-là. Je pense que ça a été déjà dit par certains dans l'espace public, mais je trouve que placer à chaque fois cette question de l'effondrement sous le signe de l'éco-anxiété, c'est psychologiser un peu un problème systémique. Et le système dans lequel qu'on est aujourd'hui, il adore faire ça. Il adore prendre un problème systémique et le rentrer dans la psyché des individus. On peut prendre le patriarcat. Le patriarcat, si on ne déconstruit pas ce rapport au patriarcat, par exemple, fondamentalement, on va avoir des personnes qui vont intérioriser ces rapports, soit sous le flanc dominant, les mecs, soit sous le flanc dominé, les femmes. Et tu peux avoir ça sur tout. Tu peux avoir aussi sur la question du racisme, sur la question aussi des rapports de classe. Et donc, fondamentalement, la question de l'éco-anxiété, elle est un peu minée par ça. Après, il ne faut pas non plus se départir du fait qu'effectivement, l'effondrement en cours, en tout cas le rapport qu'on a au climat, c'est un rapport qui va générer chez plein de personnes, et c'est normal, des souffrances psychologiques, de la peur, effectivement. L'anxiété, le problème de ce mot-là, l'anxiété, c'est une peur, on va dire, quand on fait de la psychanalyse, irrationnelle, sans objet. C'est-à-dire qu'on se sent en danger, mais on n'arrive pas à identifier clairement le danger qui nous menace. On n'arrive pas à le décrire. Alors que là, justement, pour le climat, on sait à peu près ce qui va nous arriver, ou en tout cas, on le sait de manière scientifique sous forme de sciences dures, c'est-à-dire on sait comment les températures vont évoluer, on sait comment le trop chaud, le trop d'eau, le trop sec vont impacter notre pays à peu près. On a à peu près une idée de comment ça va affecter la géopolitique mondiale, et on a des indices qui nous font penser qu'on ne va pas du tout dans le bon chemin. Et si on ne va pas du tout dans le bon chemin, en fait, c'est effectivement source d'accroissement de cette forme d'éco-anxiété, qui est du coup quand même quelque chose d'assez réel. Mais il faut un peu se départir de ce concept-là, de mon point de vue, pour essayer d'utiliser cette peur, parce que c'est plutôt une peur qu'une anxiété, pour renforcer toutes et tous notre compréhension du monde, notre compréhension de ce qui est en train de nous arriver. Et par cette compréhension plus importante, en fait, on est capable du coup de se mettre en lien avec des personnes avec qui on partage cette compréhension du monde, pour se sentir moins seul face du coup à cette peur. Et se sentir moins seul, c'est être capable du coup de s'organiser et de s'émanciper collectivement. Je pense que la plus grande souffrance qui est liée à l'éco-anxiété, c'est beaucoup une forme d'éco-solitude aussi par rapport à ces enjeux-là. C'est-à-dire qu'en fait, d'un coup, du jour au lendemain, on se retrouve face à l'ampleur de la tâche et des échecs, en fait, de l'absurdité dans lequel ce monde-là, cette organisation économique particulière nous a conduit. Et donc, fondamentalement, comment on va s'en départir? Et quand on est tout seul à affronter cette question, c'est sûr que le monde nous tombe sur les épaules, et donc on n'est pas en mesure d'y répondre tout seul, et c'est bien normal. Et donc la réponse pour moi à cette peur, qui se traduit par une forme d'angoisse,
c'est de se mettre en lien, c'est de faire des actions qui sont le plus collectives possible, c'est de trouver des lieux de partage aussi de ces angoisses, des lieux d'émancipation, utiliser cette peur pour comprendre, pour avoir un rapport plus lucide au monde et utiliser cette lucidité ensuite pour l'action collective et faire ce qui nous émancipe personnellement et ce qui nous émancipe collectivement. Et c'est souvent la même chose, qui nous émancipe personnellement et collectivement. Et à travers cette réflexion, à travers le prisme du changement climatique et tout ce que vous venez de dire justement sur l'éco-anxiété, faut-il l'appeler comme ça ou non, est-ce que vous concevez la vie aujourd'hui comme vous la conceviez il y a 10 ans ? Et vous êtes encore très jeune. Bah non, et je pense comme beaucoup de personnes, j'aime pas trop le mot prise de conscience, mais il y a quand même un déclic effectivement. Pourquoi ? Parce que en fait, fondamentalement, quand on rentre dans ces sujets liés au climat, à l'effondrement en tant que tel, à la polycrise, en fait, on a un déclic de l'absurdité du système. Moi, pour avoir une anecdote assez personnelle, donc vous l'avez dit, tu l'as dit dans mes études, moi à un moment j'ai fait des études de sciences physiques à Imperial College à Londres. Et lors de ces études-là, moi je me dirigeais plutôt vers une thèse en physique de l'infiniment petit, sauf donc la quantique. Et en fait, pourquoi j'ai pas fait ce choix d'études-là ? Parce que en fait, à ce moment-là, je suis rentré en contact de façon beaucoup plus construite, avec un propos qui me parlait beaucoup plus sur la question du climat. C'était Jean Covici, pour être très très direct. Et en Votre fait, déclic, c'est Jean-Marc Jancovici. Votre déclic, c'est Jean-Marc Jancovici. En partie, ouais, il en a fait partie, mais pas que lui. C'est-à-dire qu'en fait, d'un coup, j'avais quelque chose qui était structuré sur une des dimensions de la polycrise écologique. En tout cas, l'écologie est une dimension de la polycrise qu'on connaît. Et en fait, j'avais quelque chose de structuré. C'est-à-dire qu'avant, j'avais une vision de ce sujet-là. Le problème du changement climatique ou de la biodiversité, c'est un peu la même chose. C'est un peu de la faute qu'on ne trie pas assez nos déchets. C'est un peu de la faute du charbon. C'est un peu de la faute du nucléaire. C'est un peu de la faute du produit qu'on consomme trop, etc. C'était extrêmement flou pour moi. Et en fait, ce qui a apporté Jean-Marc Jancovici dans ce fatras de pensée, c'était de la structure. C'est ça le problème numéro 1, c'est ça le problème numéro 2, les gaz à effet de serre, c'est ça, le changement climatique, c'est ça, c'est pas la même chose que la crise de la biodiversité. Et en fait, ce qui a apporté cette forme de réflexion structurée, c'est un socle de pensée qui nous dit qu'en fait, fondamentalement, si on continue comme ça, on va dans le mur. Et on est déjà en train d'y rentrer assez fort, et en tout cas on accélère en klaxonnant pour y aller. Et le deuxième élément fondamental que je voulais partager, c'est un affect que j'avais moi lorsque j'étais à Londres. À Londres, il y a énormément de sans-abri. Il y en a beaucoup à Paris, mais il y en a beaucoup plus à Londres, moi je trouve. Et à Londres, tu as notamment des policiers qui ont pour travail de les virer. Donc de les virer du métro de Londres, de les faire bouger en permanence. C'est hyper violent comme rapport à ça. Et moi, j'avais développé pas mal, j'en voyais beaucoup, et puis je leur parlais souvent, etc. Et en fait, à force qu'ils soient déplacés tout le temps, moi, je commençais à avoir vraiment une révolte qui montait par rapport à ce sujet-là, parce que fondamentalement, en fait, tu avais la puissance publique qui était là pour dégager des gens qui, en fait, étaient dans la merde, quoi. Et fondamentalement, moi, je comprenais pas pourquoi on les aidait pas. Et après, plus j'avançais dans cette question-là et dans cette réflexion, je me disais, mais en fait, le même maintenant, on n'est pas humain. C'est-à-dire que fondamentalement, je pense que dans l'anthropologie humaine, tu vois quelqu'un par terre, tu l'aides et tu le relèves. Alors qu'en fait, l'image qu'on a par rapport aux sans-abri, c'est exactement l'inverse. C'est la maman qui tire son fils, qui veut aller donner un truc au gars en disant « Ah il est dangereux ». Et il y avait cette double réflexion-là, c'est-à-dire qu'on avait déjà un présent qui était inhumain dans nos sociétés occidentales par rapport à quelque chose, un problème qui est dérisoire. C'est-à-dire que si tu regardes le nombre de logements vides et le nombre de sans-abri dans ce pays, mais en fait, c'est très très facile d'avoir un logement par personne, quoi, si on s'en donnait les moyens et la volonté. Je vais en venir dans la deuxième partie de l'émission, parce que dans votre livre, justement, vous parlez des logements vides. 3 millions de logements vides en France, ce sera un sujet, la dimension sociale, je vais beaucoup vous en parler. Pour le 3 millions, je donne de la précision, comme ça je pourrais la donner. La Fondation Abbé Pierre, qui a été renommée, dit que c'est 3 millions si on compte les vacances de logement, c'est-à-dire la transfert entre deux propriétaires, mais si on enlève les vacances et qu'on regarde simplement les logements vides de façon durable, c'est 1 million de personnes, et le nombre de sans-abri, c'est un tiers moins, c'est 300 000, 330 000, etc.
il y a la place, quoi. Vraiment, il y a la place. Après, il y a une petite question, effectivement, de localisation de ces logements, parce que beaucoup sont situés, comme on ne l'imagine pas trop, en zone rurale, et donc dans des zones qui ont été désindustrialisées beaucoup, où on a eu un véritable exode, en fait, vers les grandes métropoles, parce que notre pays est un pays, un peu comme l'Angleterre d'ailleurs, qui est un pays très, très centralisé, autour de Paris, comme l'Angleterre est très très centralisée autour de Londres. C'est pas trop le cas d'autres pays en Europe, l'Italie, il y a beaucoup de polycentres entre plein de villes, l'Allemagne aussi, l'Espagne là aussi, bon bref. Et en fait, effectivement, cette double constat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on a été éduqué à ne pas voir certaines choses aujourd'hui, maintenant, et que c'est révoltant aujourd'hui, maintenant, et que la projection du monde factuellement par rapport à la science, c'est insoutenable. Et c'est ces deux éléments-là qui ont été, moi, un déclic dans mon rapport au climat, mais à tous les autres sujets, parce que quand tu prends ça dans la tête, tu as une forme de déprime, tu as un truc qui te prend, et je me suis dit, mais putain, en fait, la seule façon que j'ai de sortir de ça, c'est de lire, d'aller regarder des gens qui ont déjà réfléchi à ça, qui ont déjà réfléchi à ce rapport beaucoup plus global. Et c'est comme ça que j'ai commencé à lire énormément. Moi, je suis un grand fan de Camus. C'est en regardant Camus que j'ai réussi un peu à sortir de ça. Et j'ai décidé à ce moment-là de ne pas faire ma thèse en physique quantique et d'aller en fait dans une boîte où je faisais des analyses de risque climat. Et ça m'a pas mal... et ça m'a beaucoup plu parce qu'en fait, j'arrivais à avoir quelque chose de factuel, de scientifique et d'en décliner un certain nombre de visions qui me sembleraient bons pour mon pays, bons pour toutes et tous, et que je ne voyais pas assez imprimées dans le débat public autour de l'adaptation. Et c'est un peu ça le parcours qui m'a mené à écrire ce bouquin. Venons-en à la deuxième partie de l'émission. Cette fois, nous allons rentrer dans le cœur du sujet, votre sujet d'expertise, l'adaptation. Alors la France, en l'occurrence, parlons du pays dans lequel nous enregistrons, a publié plusieurs plans nationaux d'adaptation au changement climatique. Le dernier date de mars 2025. À quelques jours près, Météo France a également publié un rapport ce à quoi ressemblerait une France à 4 degrés. Donc c'est aussi l'objet de votre livre. Nous aurons l'occasion de donner quelques chiffres assez édifiants. Alors en regardant un peu le dernier plan national d'adaptation de la France, donc il y a un catalogue en fait de 52 mesures. Alors j'ai regardé, le premier plan d'adaptation fait 388 pages. Donc bon, on parle de sortir de la bulle écologiste, donc j'incite plutôt nos auditrices et nos éditeurs à aller vers le dossier de presse ou quelque chose de plus concis, un peu comme le rapport pour décideurs du GIEC finalement. Mais si on rentre dans le détail, donc 52 mesures, il y a la formation des agents, il y a l'utilisation de l'intelligence artificielle notamment, qui peut aussi poser des problèmes en matière d'atténuation. Ouais, c'est pas la meilleure mesure qui est parmi les 52. Mais justement, elle m'a interpellé. Elle m'a interpellé. Et il y a également l'adaptation des logements. Alors déjà, une question, vous, en tant qu'expert, en tant qu'ingénieur dédié à la résilience climatique, comment est-ce que vous avez accueilli ce plan national d'adaptation ? Est-ce qu'il est à la hauteur ? Alors, c'est une bonne question. Dans le travail qui a été fait par les agents du ministère de la Transition écologique, c'est un bon travail, c'est une belle revue. C'est-à-dire quand tu lis le rapport, fondamentalement, les enjeux ils sont à peu près traités. Sauf que donc les agents ont bien travaillé. Par contre, le portage politique est très très décevant, bien évidemment, mais on est habitué, parce que fondamentalement, il n'y a pas de moyens pour faire tout ça. Donc on a un joli rapport, on a gratté du papier, comme par exemple plein de rapports de France Stratégie sont très très bien. Et donc quand tu fais une note au rapport, oui, c'est un bon rapport. Après, le portage politique, malheureusement, il n'est absolument pas à la hauteur, parce qu'il n'y a absolument pas les moyens par rapport aux enjeux. Et en fait, je pense que la meilleure façon d'en convaincre les gens, c'est de bien décrire ce qui va se passer avec le changement climatique en France, grosso modo. Le changement climatique en France, il va être composé de 2 aspects. Le premier aspect, c'est ce qu'on appelle les rhinocéros gris. Un rhinocéros gris, c'est un événement qui est entre l'éléphant au milieu de la pièce, donc le truc qui tout le monde passe au travers, passe à côté sans le voir, et le signe noir. C'est-à-dire le signe noir, c'est un élément, l'élément de Nassim Nicolas Taleb, qui est en fait quelque chose qu'on ne peut pas anticiper, mais dont il y a des signaux faibles qu'on pourra réinterpréter a posteriori pour expliquer ce signe noir. Donc c'est par exemple le Covid. Et le rhinocéros gris, c'est des choses à évolution lente qu'on connaît, mais vu que c'est à évolution lente, on ne s'y prépare pas fondamentalement.
Les rhinocéros gris de la France 4 degrés, c'est 3 saisons supplémentaires qui vont se rajouter. C'est la saison du trop chaud, la saison du trop d'eau et la saison du trop sec. La saison du trop chaud, en fait, la France, elle se réchauffe plus vite que la moyenne mondiale. Pourquoi ? Parce que c'est dû un peu à la structure de l'Europe et le fait qu'il y a moins d'aérosols aussi en particulier. Et en fait, 3 degrés dans le monde, c'est plus 4 degrés en France. Et plus 4 degrés en France à la fin du siècle, ça fait plus 4 degrés pour tout le monde et beaucoup plus dans la partie notamment sud-est, c'est-à-dire fondamentalement tout ce qui va se rapprocher de l'Italie. Et du coup, une augmentation très importante des températures moyennes et donc des extrêmes chauds. On va avoir une saison en fait qui va durer 1, 2, 3, 4 semaines, 1 mois, 2 mois de ce qu'on connaît actuellement comme des canicules. Donc voilà à peu près la tête que ça a, une France réchauffée de 4 degrés. Et on a 2 autres éléments, c'est la France du coup du trop sec et du trop d'eau. Si on regarde, parce qu'en fait, quand vous avez le changement climatique qui se produit, vous avez une augmentation des températures. Cette augmentation des températures, elle augmente l'évapotranspiration et l'évaporation de l'eau. 1 degré de plus, c'est 7% de potentiel d'humidité en plus. Et donc, en fait, vous asséchez progressivement vos sols et vos cours d'eau. Et toute cette eau, du coup, on va avoir en été une saison du trop sec qui va impacter et qui impacte déjà énormément notre agriculture. Et tout cet excès d'eau, en fait, il va se retrouver d'un coup, il va retomber d'un coup et pas progressivement sur certaines zones de notre pays, notamment à l'est de notre pays. Et donc, fondamentalement, la France du trop d'eau et du trop sec, c'est une France où on a un assèchement global, mais plus marqué dans le sud-ouest, d'accord, et dans le sud, et un excès d'eau qui va retomber plutôt dans le nord et le nord-est du pays. Donc voilà, on a ce transfert-là, avec beaucoup d'incertitudes, malheureusement, sur l'évolution des précipitations, puisque en fait, si on regarde le dernier rapport qui a été sorti par Météo France, et quand tu prends les différents modèles climatiques, il y a des modèles qui prédisent plus d'assèchement, des modèles qui prédisent plus d'humidification. Et en fait, on a beaucoup de mal en météo et chez les physiciens aujourd'hui à modéliser en fait l'évolution des précipitations. Et en fait, cette évolution des précipitations, elle va provoquer des futurs possibles. C'est-à-dire, on pourrait avoir des futurs où les sécheresses sont beaucoup plus marquées que ce qu'on anticipe, ou beaucoup moins. Et des futurs où les précipitations extrêmes seront beaucoup plus marquées qu'on anticipe, ou beaucoup moins. Et pour ça, on a encore une incertitude assez importante. Quand vous regardez les graphiques, notamment d'évolution des précipitations, vous voyez souvent des zones qui sont hachurées. Ces zones hachurées, c'est des zones où en fait on a une incertitude sur le signe d'évolution des précipitations. On ne sait pas s'il va pleuvoir plus ou s'il va pleuvoir moins. Et ça, c'est très problématique parce qu'en fait, lorsqu'on sait que le changement climatique en Europe, il va provoquer un assèchement au sud et une augmentation des précipitations et des précipitations extrêmes au nord, sauf qu'on a du mal à définir la frontière. Et coup de peau, notre frontière, elle est pile en France. Et c'est de l'ordre d'une centaine, 200, 300 kilomètres. Et donc, c'est cette zone d'incertitude, cette zone de transition entre le trop sec en général et le trop d'eau qui fait qu'on va se retrouver du coup en difficulté importante. Plus on ira loin dans la dérive climatique, plus on va avoir du mal à anticiper la variabilité qui va exister sur le problème hydrique. Et on le voit par exemple sur la figure qui a été publiée dans le rapport de Météo France, qui accompagne le PNAC. On voit que selon les modèles, il y a 17 modèles qui sont utilisés par Météo France pour définir les résultats. Quand ils vous présentent un résultat, ils font la médiane de ces modèles, mais sur les précipitations, du coup, ils ont dû faire parce qu'il y a beaucoup de divergences entre les modèles, ils ont dû faire des familles d'évolution. Ils ont dû faire des familles sur l'évolution sèche, évolution limitée ou évolution contrastée. C'est ça qu'ils appellent comme ça, entre en gros sur un graphique qui montre l'évolution du cumul des précipitations en été et l'évolution du cumul des précipitations en hiver. C'est-à-dire que pour une même évolution climatique, un scénario qui nous projette à 4 degrés en France, ce qui fait 3 degrés dans le monde, on a 3 scénarios, 3 grandes familles de scénarios probables sur l'ampleur de l'humidification ou de l'assèchement de notre pays. Et ça, c'est assez problématique parce que ça met des limites aux possibilités d'anticipation et de planification qui sont liées aux conséquences du changement climatique en France et en particulier pour notre agriculture, puisque c'est les premiers qui sont touchés assez fortement par cette alternance de trop sec et de trop d'eau.
Alors je précise à toutes les personnes qui nous écoutent, les petits bruits que vous avez entendus, c'est tout simplement parce que Ilian vous avait montré des graphiques. Alors si vous nous écoutez sur Spotify, Apple Podcast, etc., vous ne les voyez pas, mais je vous encourage à aller sur la page Instagram Comment est votre climat et sur votre chaîne YouTube. Sur mon LinkedIn, c'est pas mal, je les montre sur votre LinkedIn. Beaucoup là-dessus. Voilà, sur votre LinkedIn. D'ailleurs, pas plus tard que ce matin, j'ai vu que le graphique que vous venez de me montrer, vous l'avez publié. Donc voilà, donc j'incite tous ceux et toutes celles qui nous écoutent à aller sur les différents réseaux sociaux pour avoir l'image en plus du son. Vous m'avez pris un peu de cours sur une question que j'allais vous poser, c'est pourquoi la France se réchauffe plus vite. Donc vous l'avez expliqué, vous avez notamment parlé des aérosols. Alors c'est vrai qu'on vit dans un monde un peu paradoxal où la pollution provoque un refroidissement climatique. Aujourd'hui dans le monde, on est à environ 1,2 degré de réchauffement mondial, mais si on rajoute la pollution qui fait un refroidissement d'environ 0,4 degré, en fait sans cette pollution, on serait à 1,6 degré. Donc en France, on a un peu moins d'aérosols et il y a aussi des questions territoriales qui fait que nous nous réchauffons un peu plus rapidement que la moyenne. Après, il faut faire un petit peu attention sur ces histoires d'aérosols. C'est utilisé énormément par les climato-sceptiques pour dire qu'il n'y a pas de changement climatique. C'est pas non plus quand on regarde en fait cette question de façon très très près de pourquoi l'Europe se réchauffe un peu plus vite. Ça fait partie des raisons. C'est pas la première raison. Il y a des raisons géographiques et il y a aussi un rapport à la sécheresse. Quand vous avez des territoires, notamment l'Europe du Sud, qui est déjà assez sèche, c'est-à-dire qu'il y a moins d'eau. Et en fait, si on fait une petite explication de physique en une seconde, lorsque vous avez un rayonnement solaire qui arrive sur une surface, sur une zone géographique, et soit le rayonnement solaire, il n'a pas d'eau à faire évaporer et donc il va servir à réchauffer l'air uniquement, soit il est dans une zone où il y a beaucoup d'eau. Et donc, il y a une partie de l'énergie solaire qui ne va pas servir à réchauffer l'air, mais qui va servir à évaporer l'eau. C'est pour ça, par exemple, quand vous sortez de la douche, fondamentalement, vous avez froid. Pourquoi ? Parce que l'énergie solaire qui est autour de vous, l'agitation thermique, elle sert à évaporer les gouttes d'eau que vous avez sur le corps et pas à chauffer votre peau. Et donc, en fait, il y a un phénomène aussi de boucle de rétroaction entre la sécheresse et l'augmentation des températures. Plus il y a un territoire qui s'assèche, moins il y a de l'eau évaporée. Moins il y a de l'eau à évaporer, plus l'énergie solaire qui arrive va chauffer l'air. Et donc il y a aussi ce rapport-là, si on prend la moyenne de l'Europe avec des territoires qui sont déjà assez secs, notamment sur le pourtour méditerranéen, qui font augmenter un peu plus la moyenne par rapport en fait à l'intégralité de la surface planétaire qui est constituée à 70% d'océans. Et donc les océans, eux, se réchauffent moins vite parce qu'il y a plus d'eau à évaporer que les continents. D'accord, donc il y a déjà, c'est pour ça qu'il y a cette différence entre la moyenne mondiale et la moyenne française. Ensuite, il y a des positions géographiques, c'est-à-dire la partie, les proximités des pôles et de l'équateur. Ensuite, il y a cette question de la sécheresse. Et ensuite, il y a cette question effectivement de quantité d'aérosols qui a diminué en particulier en France par rapport à d'autres régions du monde où c'est encore par exemple très très présent en Chine, en Inde ou dans un certain nombre de pays qui ont énormément de problèmes à gérer avec la pollution de l'air. Et effectivement, une partie des aérosols de cette pollution de l'air, pas tous, il y en a qui tiennent aussi de la chaleur à basse altitude, peut avoir un effet refroidissant, comme on l'apprend très bien dans la fresque du climat par exemple. Ouais. Alors je vais venir sur votre livre, mais juste une dernière question avant sur le mot adaptation. L'adaptation, pendant longtemps, c'était presque un gros mot finalement. Dire on va s'adapter, c'était on renonce à l'atténuation et puis tant pis, on trouvera une solution. Aujourd'hui, j'ai l'impression que l'adaptation retrouve un peu ses lettres de noblesse en disant oui, on va s'adapter, mais d'abord atténuons pour que l'adaptation soit la plus facile possible. Est-ce que c'est quelque chose, vous aussi, que vous avez ressenti, que l'adaptation, c'était quelque chose assez difficile de mettre à l'agenda politique, médiatique, etc. et qu'aujourd'hui, on commence un peu à l'écouter? Ouais, c'est un mot piégé. Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. C'est un mot piégé pour la raison que j'ai décrite et que tu as répété ici, c'est que pour certains, c'est un échec d'en parler et pour d'autres, ça va permettre d'adapter tout le monde. Le problème que je vois par contre avec cette petite approche qu'on entend beaucoup de façon mainstream, c'est de penser qu'on n'a rien adapté. C'est pas vrai. En fait, il y a une adaptation qui est en cours. Aujourd'hui, vu que tu n'as pas de planification réelle de la transition, de la bifurcation écologique et donc de l'adaptation là-dedans, en fait, tu permets à certains acteurs de s'adapter eux-mêmes, d'accord ? Et en fait, l'idée de ces acteurs, c'est qu'ils vont pouvoir
prendre en compte la pénurie et s'adapter à la pénurie de la ressource. Il y a 3 exemples qui sont très faciles à prendre en compte. Le premier exemple, c'est celui des méga-bassines. C'est-à-dire que vu qu'on n'a pas de bifurcation du modèle agricole vers un modèle agricole qui serait moins gourmand en eau, notamment avec des productions qu'il va falloir transformer, les productions de céréales, les productions de maïs, et au moment de la catastrophe, c'est-à-dire au moment où on a une année avec beaucoup de sécheresse comme en 2022, c'est la catastrophe du coup en premier lieu pour les gros acteurs céréaliers, et eux ils vont dire j'apporte tant de milliards d'euros de bénéfices dans la balance commerciale française, alors que notre balance commerciale, malheureusement, elle est très très déficitaire, mais qu'on apporte énormément de céréales, et donc on va aller taper à la porte du ministère de l'Agriculture et dire c'est la catastrophe pour notre production, on veut du coup pouvoir financer des méga-bassines, c'est-à-dire on réserve une partie de la ressource en eau pour notre activité à nous, et comme ça, en réservant cette partie de la ressource en eau, on va pouvoir continuer notre activité, et puis on promet de s'adapter, de faire des choses comme ça. Et ça, c'est la première forme d'adaptation aujourd'hui. L'adaptation aujourd'hui, c'est majoritairement une forme de maladaptation systémique. C'est-à-dire qu'on a une pénurie qui apparaît, et on a les plus gros acteurs qui sont capables de s'accaparer une partie de cette ressource en pénurie. Et du coup, ça crée une forme de dilemme du prisonnier géant, avec en fait une contrainte sur lequel on n'a rien anticipé, la catastrophe. Les premiers qui sont écoutés, c'est les plus gros acteurs. Les plus gros acteurs peuvent faire de la maladaptation systémique parce qu'ils ont le chantage à l'activité. C'est exactement la même chose que tu peux constater sur les stations de ski. Le changement climatique, il a déjà dépassé les 2 degrés dans les Alpes par exemple et dans les territoires de montagne, et on a déjà une augmentation très importante, une diminution de la quantité d'enneigement et de la durée d'enneigement. Donc aujourd'hui, les stations de ski, elles sont à plus haute altitude possible, et beaucoup pour maintenir l'activité, c'est la même chose. Les territoires de montagne, ils dépendent à 80% de l'industrie du tourisme et du tourisme hivernal, et donc c'est la même chose, c'est le même phénomène. Catastrophe, on n'a plus de neige, donc on va faire quoi ? On va faire des canons à neige parce qu'il faut maintenir l'activité, et si on maintient l'activité, du coup, on investit, on permet un investissement côté puissance publique, ou même parfois on le subventionne, c'est même la plupart des cas, pour en fait maintenir une activité de ski dans l'urgence. Et ça ampute du coup des ressources budgétaires très importantes pour organiser une autre adaptation, une autre bifurcation qui serait beaucoup plus d'intérêt général en tout cas. Et le troisième exemple qu'on a, il est un peu plus subtil, c'est le rapport qu'on a à nos forêts. Aujourd'hui, quand on regarde la stratégie nationale bas carbone, entre 2015 et 2050, il faut qu'on triple notre production de bois. D'accord ? Parce qu'on a besoin de plus de bois pour la construction, pour l'énergie, etc. Sauf qu'aujourd'hui, le changement climatique va déjà trop vite pour nos forêts. Dans la décennie, je me plante peut-être d'1 an, mais il faut retenir les années de 10 ans, entre 2014 et 2013, nos forêts, elles séquestraient 60 mégatonnes de CO2 équivalent par an. Et en fait, quand on regarde la décennie suivante, la décennie du coup 2014-2023, je crois que c'est ça, on a des forêts qui ont séquestré 40 mégatonnes, d'accord, de CO2 équivalent. Donc on est passé de 60 à 40, et si on regarde que l'année 2022 ou 2023, je ne sais plus, on était déjà à 30. C'est pour ça que peut-être que vous avez vu dans les médias ce titre, la capacité de nos forêts à séquestrer du carbone a été divisée par 2. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose qui est en cours. C'est-à-dire que le changement climatique, il va déjà trop vite pour nos agrosystèmes, pour notre sylviculture. Et en fait, du coup, si on analyse ces 2 dynamiques, à la fois, on a des forêts qui sont en train de mourir sous les effets du changement climatique, à la fois, on a besoin de produire plus de bois. Si on a besoin de produire plus de bois, il faut qu'on ait des forêts qui soient plus efficaces. S'il faut qu'on ait des forêts plus efficaces, il faut qu'on ait des forêts qui soient plus homogènes génétiquement. Si on a des forêts plus homogènes génétiquement, on doit utiliser exactement les mêmes méthodes que pour l'écologie intensive, l'agriculture intensive, pardon. C'est-à-dire pesticides, engrais, et grosso modo avoir du coup une forme de sylviculture très intensive pour produire le plus possible et donc réaliser ce qu'on appelle des coupes rases. Et ça, c'est une tendance qui existe dans notre sylviculture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre forêt, elle est à 3/4 privée. Et on a des gestionnaires, des coopératives forestières qui fournissent clé en main
des solutions pour augmenter la production de bois et pour gérer cette production de bois et nos forêts de plus en plus comme des marchandises. Et donc cette gestion comme une marchandise, c'est une maladaptation systémique qui transforme progressivement une partie de nos forêts en champs d'arbres, et ces champs d'arbres, ils sont absolument pas ni résilients, ni robustes, ni antifragiles par rapport à l'évolution du climat. C'est-à-dire qu'on a une dynamique qui va encore affaiblir la capacité de nos forêts à séquestrer du carbone et à être en vie par rapport à des conditions qui vont changer. Donc la forêt, c'est un énorme enjeu aussi pour maintenir nos puits de carbone en vie. Et donc pour en fait pas nous amputer d'une accélération du changement climatique encore plus, puisque le changement climatique, il a aussi une conséquence, c'est qu'il appuie sur les puits de carbone. Plus on va loin dans le changement climatique, plus proportionnellement on aura de carbone dans l'atmosphère. Et ça, fondamentalement, c'est un énorme souci parce que ça remet en cause la possibilité même d'une adaptation à des degrés de réchauffement importants. C'est ce qu'on appelle en particulier des formes de points de bascule climatique. Est-ce que finalement on ne parle pas assez encore des bienfaits de l'adaptation pour notre santé ? Je le vois dans ma commune aussi sur l'acceptabilité. C'est vrai que quand je suis arrivé en 2020, quand j'ai été élu, j'étais jeune et naïf, on va dire, en disant que voilà, tout le monde était convaincu à la cause et que ça allait être facile de changer de voiture, de chaudière, etc. Mais en fait l'atténuation, il y a beaucoup de freins, des freins sociaux, parce qu'il faut changer de véhicule. Je pense par exemple aux zones à faible émission. Dans des métropoles comme la métropole du Grand Paris, eh bien voilà, ça pose des questions et il y a une espèce de rejet finalement de ça. En revanche, sur l'adaptation, j'ai l'impression que c'est quelque chose de beaucoup plus accepté parce que déjà beaucoup plus palpable. On végétalise des rues, on les piétonise, on repeint une piste cyclable en blanc, voilà, des choses comme ça. Donc déjà beaucoup plus rapide, visible à l'échelle d'un mandat, plus accepté. Et finalement, pour des familles qui ont des enfants, en fait, ils ne voient pas la partie carbone, méthane, etc. Ils voient surtout la partie pollution. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on devrait plus appuyer en fait, les bienfaits santé, bien-être de l'adaptation et peut-être moins parler de climat finalement ? C'est une bonne question. C'est sûr que l'adaptation, c'est beaucoup plus concret. Je pense qu'il y a eu un discours imposé un peu dans l'espace médiatique autour d'une écologie du renoncement. C'est toujours la façon dont est présentée l'écologie, et quand on regarde en fait comment elle est perçue, notamment par les classes populaires, elle est perçue autour de cette question du renoncement. Personne va dire non, je m'en fous de la planète, je m'en fous du climat, je m'en fous de ma santé, mais sauf que la première idée qui va arriver dans les classes populaires quand on parle de ça, c'est qu'il faut renoncer. Et du coup, c'est un discours, l'écologie mainstream en tout cas, elle est très très concentrée sur une classe sociale particulière, qui est une classe sociale bourgeoise ou petite bourgeoise, qui politise ça autour de la question du renoncement. Et en tout cas, c'est perçu comme cela. Je ne dis pas que tout le monde le fait, je dis que c'est une idée majoritaire qui est perçue. L'adaptation, c'est pas du renoncement, et l'adaptation, enfin si, c'est aussi du renoncement en partie parce qu'on pourra pas tout adapter, mais prendre cette question par la notion de l'adaptation, c'est aussi la prendre par des notions beaucoup plus concrètes d'émancipation collective et notamment effectivement de cadre de vie plus agréable, etc. La question du renoncement, elle est extrêmement importante parce que effectivement, il va falloir pour maintenir nos objectifs climatiques et de toute façon pour s'adapter à la déplétion structurelle, notamment des ressources énergétiques, il va falloir qu'on consomme moins et donc qu'on ait de la sobriété. Et cette sobriété, lorsqu'elle n'est pas organisée, eh bien, elle vient entrer en conflictualité avec une forme de précarité qui est souvent, malheureusement, dans certaines sphères, beaucoup trop négligée. C'est-à-dire qu'en France, on a 9 millions de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté. Et fondamentalement, quand tu es broyé par un système économique, tu vas avoir beaucoup plus de mal à te prémunir, à rentrer dans ces sujets écologiques et à aussi affirmer une position politique par rapport à ça. Et donc, fondamentalement, si on résume, l'adaptation, elle peut être une porte d'entrée beaucoup plus complémentaire et très intéressante parce que l'adaptation, elle permet d'aller vers une forme de mise en sécurité sociale des communs et des besoins. C'est-à-dire d'avoir une forme d'égal accès à l'air, à l'eau,
etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on reformule ce qui va se passer avec la dérive climatique, avec la France 4 degrés, on va avoir progressivement des accès à des communs, à des besoins vitaux qui vont être amputés. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas avoir des productions agricoles qui vont diminuer, tu vas avoir du coup, si tu les adaptes pas, et donc tu vas avoir des prix qui vont augmenter, et donc tu vas avoir des effets de pénurie. Ces effets de pénurie, s'ils ne sont pas anticipés, ils vont impacter d'autant plus les plus pauvres. Et du coup, l'adaptation, elle est une forme comment on pourrait expliquer ça concrètement ? Grosso modo, elle peut être formulée comme une augmentation de la mise en sécurité sociale des besoins vitaux, c'est-à-dire de contrecarrer cette dynamique qui va éloigner, qui va faire que de plus en plus de besoins vitaux des gens seront devenus inaccessibles. C'est déjà le cas aujourd'hui, mais ça va augmenter, et ça va augmenter en particulier par ces phénomènes de panique et d'accaparement dans la pénurie. Et donc, effectivement, l'adaptation, c'est quoi ? C'est quoi les grands chantiers de l'adaptation pour les prendre un peu en compte ? Effectivement, il y a toute la question d'adapter les villes. Les villes, qu'est-ce qu'il faut faire dans nos villes ? En fait, nos villes, ce sont des radiateurs. Et c'est des radiateurs qui chauffent en été. Et en fait, comment faire pour que ces radiateurs ne chauffent pas en été ? Il faut leur mettre ce qu'on appelle des trames vertes et des trames bleues. Ça veut dire que c'est des corridors de biodiversité, des corridors écologiques qui, en fait, permettent, au moment où il fait extrêmement chaud en été, d'augmenter l'évaporation et l'évapotranspiration, qui va donc empêcher une augmentation importante des températures, et donc d'avoir des villes plus vivables. Il faut qu'on transforme nos villes en forêts urbaines, à plein d'endroits, et en villes éponges. Avoir des trames bleues et des trames vertes, c'est aussi avoir des sols qui sont désimperméabilisés. S'ils sont désimperméabilisés, ils peuvent gérer le trop d'eau. Donc ça, c'est quelque chose d'absolument décisif dans les villes. C'est ça qu'on va devoir faire. On va devoir végétaliser beaucoup plus, on va devoir faire des villes éponges, etc. Est-ce qu'on peut le faire partout, ça ? On peut essayer déjà de le faire à énormément d'endroits, c'est-à-dire qu'effectivement, on a construit un rapport très important au béton, d'accord ? Parce que, notamment dans le paradigme principal de notre urbanisme, c'est le maire aménageur. On est un bon maire quand on a construit des choses. Et pour construire des choses... Le fameux maire bâtisseur. Voilà, exactement. On a construit une piscine, on a construit, etc. On a construit plein de logements pavillonnaires, on essaye d'attirer du monde, etc. Et plus j'ai construit, plus je vais attirer de la population dans ma commune. Et donc plus je serai une commune grosse, etc. etc. Et ça, c'est des siècles de paradigmes d'urbanisme qui sont... pris dans ce paradigme-là, prisonnier de ce paradigme-là. Et là, justement, on a un rapport qui est très différent. On a un rapport de limitation de l'artificialisation des sols, parce que l'artificialisation des sols augmente la vulnérabilité aux effets du changement climatique. Aujourd'hui, en France, on artificialise environ 23 000 hectares par an. Ça veut dire, 23 000 hectares, c'est 23 000 terrains de foot. Un hectare, un terrain de foot, grosso modo. Et ça, c'est un énorme souci parce que du coup, en fait, on augmente la vulnérabilité de nos villes en les étendant toujours plus. Et on concentre les populations au même endroit, c'est-à-dire qu'on augmente le risque aussi, en particulier. Et donc, il faut qu'on ait un aménagement du territoire qui soit différent et qui permette de désimperméabiliser et de rendre du coup, effectivement, les villes plus vivables. Et c'est quelque chose qui va se faire, en fait... C'est une dynamique longue de faire ça, puisqu'en fait, plus on va être confronté à des étés extrêmement chauds, plus ces questions vont se poser dans l'espace public, et plus les réactions des municipalités vont être d'aller dans ce sens-là. Mais ça nécessite du coup aussi, donc c'est le combat contre l'effet de chaleur urbain, de limiter d'autres usages de la ville. Les voitures sont des sources de chaleur locale, et les voitures, c'est elles, et ça c'est un propos qui est très important, notamment qui est présent chez André Gortz, c'est les voitures et la mobilité qui ont transformé beaucoup nos territoires, puisque si on devait aller travailler toujours plus loin, on devait bétoniser toujours plus pour faire des routes, pour utiliser la voiture. On a tout le Fordisme aussi qui était pour objectif de démocratiser la voiture individuelle. Et donc, effectivement, les sujets notamment liés à la mobilité se connectent à ceux liés à l'adaptation.
Et donc, est-ce qu'on peut faire ça partout ? Et dans la question de l'adaptation et de la désimperméabilisation, il faut aussi penser la question de la mobilité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit en possibilité de réduire la dépendance à la voiture pour pouvoir désimperméabiliser. Donc ça, c'est un élément de réponse là-dessus. Il y a toujours effectivement la question de l'acceptabilité sociale. Et cette acceptabilité sociale, il faut la planifier. C'est-à-dire qu'il faut avoir un rapport qui soit de construction d'une écologie populaire autour du sujet d'adaptation. Notamment, par exemple, il y a un sujet, je dérive un petit peu, mais les ZFE, elles posent énormément de problèmes parce que, en fait, on ne peut pas avoir une écologie qui soit simplement une écologie d'interdiction sans de planification de la transition ou de la bifurcation. Puisque là, ça va créer des clivages sociaux et des clivages en particulier sur les gens qui ont le plus besoin d'une adaptation d'intérêt général. C'est les classes populaires en particulier, les classes populaires de banlieue, parce que les classes populaires de banlieue sont dans des environnements beaucoup plus artificialisés et subissent du coup de plein fouet les effets du trop chaud et du trop d'eau. Par exemple, on a un peu oublié cette étape, mais en fin d'année dernière, à Viry-Châtillon, il y a eu des inondations extrêmement importantes. Et en fait, quand tu allais à la cité de Viry-Châtillon, tu pouvais faire carrément du jet ski, quoi. Si tu pouvais, tellement il y avait de l'eau partout et que ces cités-là ont pas un pet d'arbres et donc c'est du béton partout. Et donc ils subissent les inondations directement. Et tu peux aussi voir des conséquences très importantes, notamment sur les quartiers populaires à Lyon, à Bron, où on a enregistré les températures les plus importantes en France il y a quelques années maintenant, et on aura en fait des maxima de température dans ces quartiers populaires parce qu'ils sont très imperméabilisés, parce qu'ils sont aussi soumis beaucoup à des formes de pollution de l'air qui peuvent capturer une partie de la chaleur à basse altitude et augmenter. Il y a une boucle de rétroaction positive. Quand il fait chaud, la pollution, elle impacte plus la santé, il y a des formations d'ozone, etc. Alors juste une précision, donc on a parlé de ZFE, j'ai oublié de préciser que la ZFE, donc c'est une zone à faible émission, donc qui a été instaurée dans différentes métropoles, et donc l'objectif, vous avez votre vignette critère sur votre pare-brise, et donc à certaines échelles de temps, les vignettes critères 5, 4, puis 3, 2, 1, etc. sont interdites petit à petit. Juste une question, une petite précision pour nos auditrices et nos auditeurs. Vous avez parlé de 23 000 hectares artificialisés par jour. C'est par an, non ? Oui, par an. J'ai dit par jour ? Oui, il me semblait que c'était par jour. C'est donc c'est pour ça, en fait, j'ai repris votre livre entre mes mains. Les auditeurs peuvent l'entendre, ce livre, je l'ai sous les yeux. Et donc vous précisez bien dans votre livre 66 hectares par jour artificialisés. D'accord, il y a la division. 23 000. Oui, par jour. Voilà, non, c'était juste une petite précision parce qu'il me semblait bien l'avoir lu quelque part, et en effet c'est vous qui l'avez écrit. Justement, ce livre, vous avez donné énormément d'exemples très concrets, donc je vous en remercie parce que c'est vraiment l'objectif, et donc je vais revenir aussi sur quelques chiffres que vous avez donnés dans ce livre. Vous avez parlé de maladaptation, et justement un des facteurs de maladaptation, c'est la clim. Oui. La climatisation, et vous donnez un exemple très concret. Alors l'exemple n'est pas en France, il est à Hong Kong. C'est les climatiseurs donc de Hong Kong dans le Central District. Donc vous parlez de l'énergie qu'il renvoie, parce que donc il y a de l'air frais qui est transmis à l'intérieur, mais ensuite il y a de l'air chaud qui est renvoyé vers l'extérieur, et donc cet air chaud il représente environ 1000 watts par mètre carré, et l'énergie solaire à midi, elle, c'est 800 watts par mètre carré. Donc en fait on en est arrivé au stade où la climatisation produit plus de chaleur que l'énergie solaire. Exactement, ouais. Ça, c'est un exemple que j'ai tiré de l'excellent rapport d'Alexandre Florentin et de la mairie de Paris, qui s'appelle Paris 50 degrés. Et effectivement, en fait, comment ça marche une clim ? Une clim, c'est un frigo inversé. C'est-à-dire, pour refroidir l'intérieur de la maison, il faut balancer de la chaleur en extérieur. Et donc, la clim, elle est souvent attaquée sur le fait qu'elle consomme beaucoup d'énergie, c'est vrai. Elle a aussi ce qu'on appelle des fluides frigorigènes. Les fluides frigorigènes, c'est des fluides en fait qui ont des pouvoirs réchauffants extrêmement importants et qui en fait passent leur temps à changer d'état dans le système de climatisation, ce qui crée des fuites, et une très petite quantité de fuite a un pouvoir réchauffant extrêmement important. Et effectivement, les clims sont des sources de chaleur locales. Et peut-être que vous êtes déjà allé aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est exactement le même genre de choses. Quand il fait très chaud aux États-Unis, en fait, vu qu'ils ont mis des clims partout, il fait 20 degrés à chaque fois dans chaque bâtiment, et la température extérieure, elle augmente énormément. Et donc, on a des décalages. Tu peux prendre largement des plus 10 ou des plus 15 entre l'extérieur et l'intérieur des bâtiments. Et c'est une catastrophe parce que ça rend malade tout le monde, et parce que du coup, ça amplifie l'effet radiateur en été de nos villes.
Et pourquoi la climatisation, justement, c'est un sujet extrêmement intéressant ? Parce que c'est encore une forme de maladaptation systémique si on ne planifie pas, le mot planifier revient beaucoup chez moi et c'est à dessein, de changements profonds de nos logements pour s'adapter au trop chaud. Parce que si on n'a pas de politique de rénovation thermique très ambitieuse, il faudrait qu'on monte, d'après le Shift Project, très rapidement à 1 million de logements par an. Aujourd'hui, on fait à peu près 300 000 par an, mais 300 000 en rénovation par geste. D'accord ? Alors qu'il faudrait 1 million en rénovation globale. Et c'est une énorme différence entre le par geste et le global. Et du coup, si on ne fait pas cette rénovation thermique extrêmement vite, fondamentalement, plus on va avoir d'été importants, plus les gens vont s'équiper de climatisation eux-mêmes, ce qui va renforcer le fait que les villes soient invivables en été. Si on renforce le fait que les villes soient invivables en été, les gens s'équipent de plus de climatisation, etc., etc., etc. Et donc ça aussi, la question de la climatisation, c'est une dimension de l'adaptation d'intérêt général, c'est une dimension de la mise en sécurité sociale des besoins et des communs, parce que c'est le rapport à l'air brûlant, etc. Et c'est aussi une dimension de l'écologie populaire. Et fondamentalement, en fait, l'adaptation d'intérêt général ne peut pas être construite sans une forme de planification, et on ne peut pas non plus avoir un propos qui est un propos simplement de shaming ou dire c'est pas bien d'avoir des climatisations, parce que en fait ils vont devoir s'équiper en climatisation s'il fait 40 degrés chez eux. Et on va avoir, vu qu'on est dans un libre marché, des offres de climatisation qui vont diminuer, etc., avec des prix qui vont diminuer, qui vont devenir abordables. Et ça va devenir attractif, on va s'équiper. Exactement, c'est vraiment un cercle vicieux. Et aujourd'hui d'ailleurs, on est le 22 mars, quelque chose comme ça. Il y a le rapport, le World Energy Outlook qui est sorti, et le World Energy Outlook 2025 montre une augmentation très importante dans la part de consommation énergétique, notamment chinoise et indienne, de la climatisation. Parce que en fait, on a des étés de plus en plus longs, et pour gérer cette saison du trop chaud, il faut de la climatisation, parce qu'on n'a pas adapté nos villes pour limiter l'effet de l'effet urbain, et on n'a pas adapté nos bâtiments pour avoir un confort d'été. Et si je souligne un peu plus l'importance de la rénovation des bâtiments, c'est quelque chose qui permet aussi de lutter contre la précarité énergétique. La précarité énergétique, ça touche 12 millions de personnes en France. Ces 12 millions de personnes, c'est des gens qui ont trop froid en hiver et qui ont des coûts économiques beaucoup trop importants pour avoir un chauffage permanent, et donc ça crée une forme de dépossession, encore de pénurie par rapport en fait à des biens et des besoins vitaux. Et voilà encore un lien entre l'adaptation et les besoins vitaux. Cette notion du coup du confort d'été qui se ramène au sujet aujourd'hui déjà beaucoup plus présent de la précarité énergétique. Alors je vais revenir encore sur ce que vous écrivez dans votre livre S'adapter au changement climatique, Fake or Not, chez Tana Édition. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans votre livre, c'est que souvent on parle du climat sous 3 piliers, ESG, l'environnement, le social et la gouvernance, et souvent on s'attarde quand même beaucoup sur le E, et les deux autres sont un petit peu quand même passés sous silence. Vous parlez énormément du pilier social, et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, c'est que vous en faites véritablement une lutte sociale. Vous proposez d'ailleurs plusieurs choses, notamment une sécurité sociale de l'alimentation. Et j'aimerais d'abord rebondir sur ce que vous disiez. Vous avez parlé des banlieues, vous avez parlé de la précarité énergétique, parce que finalement aujourd'hui, les plus grandes victimes du changement climatique, ce sont les plus précaires. Qu'est-ce qui manque? Où est-ce que ça bloque? Comment rediriger les flux financiers plutôt vers ces personnes-là? Donc effectivement, il y a une dimension sociale extrêmement importante qui est liée au changement climatique. On pourrait aussi souligner cette dimension sociale par l'agriculture. Ce sont les petits agriculteurs qui vont souffrir le plus de la sécheresse, etc. Et pourquoi pourquoi on a ce blocage? Parce qu'en fait, on a une puissance publique qui est orientée vers complètement un autre objectif. L'objectif, c'est de maximiser... Alors, vous avez un graphique également sur le sujet, on le mettra sur les réseaux sociaux. Pour les gens qui ne nous écoutent pas, mais grosso modo, qui nous écoutent simplement et qui ne peuvent pas voir les images. C'est un graphique des Lucides, il y en a deux.
Et donc, en fait, vous voyez par exemple qu'une des grandes tendances de la puissance publique, c'est ce qu'on appelle les aides publiques aux entreprises. Ça fait 160 milliards d'euros par an qui sont dépensés en dégrèvement d'impôts pour les grandes boîtes. L'idée, c'est quoi ? C'est que, en fait, on est dans un marché mondialisé large. Si on est dans un marché mondialisé large, il faut que nos entreprises nationales soient les plus compétitives possibles. Et encore, ça touche pas que les entreprises nationales pour qu'elles puissent créer de l'emploi. Et sauf qu'en fait, pour que ça soit national, pour maximiser la croissance de leurs profits, il faut les subventionner. C'est ce qu'on appelle la politique de l'offre. Et donc aujourd'hui, on a à peu près 160 milliards d'euros par an qui en fait vont être liés à du dégrèvement d'impôts pour les grandes boîtes et en tout cas des formes de subventions. Et ça provoque un effet qui est très important, ça provoque un enrichissement des personnes qui sont déjà les plus riches dans notre société, parce que c'est des personnes qui ont la propriété lucrative de ces entreprises-là. Et donc tout est orienté par ça, cette politique de l'offre, et cette politique de l'offre, du coup, elle grève des moyens d'une forme de bifurcation d'intérêt général. C'est-à-dire que fondamentalement, si on donne toujours plus d'argent public à des acteurs qui en ont déjà beaucoup, pour qu'ils soient plus compétitifs dans la mondialisation, on a l'austérité budgétaire pour tout le reste. Et c'est une chose qu'on voit par exemple sur l'état de nos services publics. C'est pas quelque chose de nouveau, qu'on est dans une forme de politique qui est très 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 orientée vers la compétitivité extérieure, vers une forme, c'est ce qu'on appelle classiquement le néolibéralisme, pour aller très très vite. Et donc en fait on a une puissance publique qui est mise au service des intérêts privés, parce qu'on pense que les intérêts privés sont confondus avec les intérêts nationaux, et du coup, tout devient la marge par rapport, tout le reste, c'est à la marge de cette politique-là. Et donc, on n'a pas les moyens budgétaires pour faire, et surtout, on ne se donne pas les moyens de planifier quelque chose qui soit alternatif. Et c'est pour ça, et c'est ça sur lequel je voulais insister dans ce livre-là, c'est que l'adaptation, elle n'est pas possible dans le statu quo. C'est-à-dire que les chantiers sont tellement importants qu'il va falloir une réorientation complète de la puissance publique autour, en fait, de la satisfaction des besoins, pour qu'on puisse avoir quelque chose qui soit rationnel par rapport à ce qu'on va affronter. Du coup, ça se caractérise par deux choses. Ce qu'on appelle la planification de la robustesse. La planification de la robustesse, on en a parlé avec les villes, c'est tout ce que j'essaie de définir sur des formes d'adaptation d'intérêt général. Il y a aussi, si on parle une seconde de la question agricole, il faut qu'on arrive à mettre en place une forme d'hydrologie régénérative dans notre agriculture. Donc vous connaissez peut-être l'agroécologie et l'agroforesterie. L'hydrologie régénérative, c'est quelque chose d'assez différent. Enfin, c'est quelque chose qui est complémentaire de ces deux pratiques-là. C'est un concept qui vient notamment de l'Association pour une hydrologie régénérative de Charlène Descolonges. Et l'idée, c'est quoi ? C'est en fait, on va utiliser la topographie des surfaces agricoles pour ralentir la circulation de l'eau sur ces parcelles agricoles. Comment on va faire ? On va faire plein de petites baissières, plein de petites retenues collinaires avec sol désimperméabilisé pour qu'en fait, lorsqu'on a un excès d'eau, tout ne dévale pas sur la pente, mais qu'on ait plein de petites mares et en fait, qu'on réhydrate progressivement les sols. Et dans notre agriculture, on va coupler ça avec des techniques d'agroécologie, donc notamment la rotation de culture, notamment on va utiliser, on va bannir les pesticides et les engrais. En fait, on va remettre de la vie dans nos sols. Et on va rajouter à ça de l'agroforesterie, c'est-à-dire des arbres. Pourquoi ? Parce que les arbres, ils ont cette capacité incroyable de faire de l'ombrage, donc de protéger au trop chaud. Et surtout, les arbres, c'est les meilleurs climatiseurs. C'est-à-dire qu'en fait, les arbres, quand ils ont des racines profondes, au moment où il fait trop chaud, un arbre, ça peut transpirer 100 de litres d'eau par jour. Et lorsque vous mettez un arbre sur une parcelle agricole, en fait, au moment où c'est la catastrophe parce qu'il fait trop sec, les racines de l'arbre peuvent aller puiser de l'eau plus en profondeur pour aller irriguer tout le sol, tout l'écosystème proche de l'arbre. Et de même, du coup, l'arbre, il séquestre de l'eau, il en stocke et il le stocke en le restituant quand il faut. Donc ça, fondamentalement, c'est quelque chose de très important à mettre en place dans notre agriculture. Et en fait, on pourrait décliner ces chantiers à énormément de territoires. Je le fais par exemple dans le cours que j'ai fait pour la plateforme Sator, où je fais par territoire, en fait, toutes ces grandes orientations d'adaptation robuste qu'on pourrait prendre. Et je termine un propos que j'ai commencé, du coup, au tout début du podcast, j'ai dit qu'il y avait deux choses sur le changement climatique en France. J'avais dit les rhinocéros gris. Mais il y a aussi les cygnes noirs.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses avec le changement climatique qu'on ne va pas pouvoir anticiper. Le gros problème avec l'adaptation 4 degrés, et moi quelque chose qui m'énerve beaucoup, dans tous les documents qui sont publiés par le ministère de la Transition écologique, il y a marqué un truc, il y a marqué vivre à 4 degrés, sans point d'interrogation. Et comme si c'était une fatalité. Comme si c'était une fatalité, mais comme si c'était possible aussi. Et il n'y a jamais cette réflexion-là sur la possibilité. On fait des modèles, et donc on fait des modèles, et on regarde les rhinocéros gris du vivre à 4 degrés. Si on regarde que les rhinocéros gris, on se dit, bon, c'est bon. Les rhinocéros gris, on peut s'y adapter. Sauf qu'en fait, on n'anticipe jamais les scénarios de rupture qui vont être liés en fait à cette évolution des conditions d'habitabilité de notre pays, mais aussi de la planète. Par exemple, on a un impact très important du changement climatique, on va avoir un impact très important sur la transition écologique elle-même. Pourquoi ? Parce que en fait, dans une forme de transition écologique, on va devoir remplacer, moins on mettra de sobriété, plus ça sera le cas, une partie de notre production énergétique, de notre extractivisme fossile, par un extractivisme métallique. C'est-à-dire qu'on va remplacer énormément de technologies fossiles par des technologies électriques. Exemple, la voiture électrique. Et donc, ça nécessite d'avoir une augmentation de l'extraction de métaux critiques. Or, ces métaux critiques, ils sont situés dans des zones, ils sont beaucoup plus concentrés que les ressources fossiles d'abord, et ils sont situés sur des zones très souvent, qui sont très contraints en termes de stress hydrique. Et avec le changement climatique, on a moins de disponibilité en eau. Par exemple, on avait ça au Chili. Au Chili, c'était un enjeu très important de la dernière élection présidentielle où en fait, le lithium chilien, on avait dû arrêter plusieurs fois la production de lithium dans les mines chiliennes parce qu'il n'y avait plus d'eau suffisante pour gérer à la fois l'extraction de la mine, la petite agriculture chilienne qu'on avait, qui est une agriculture paysanne et qui n'est pas très très développée, ils importent beaucoup, et simplement le fait que les Chiliens puissent boire de l'eau au robinet. Et vous voyez que ça, c'est des considérations, on peut ne pas y penser, ne pas y réfléchir, mais c'est des choses qui vont devoir être gérées. Et donc, en fait, plus on va avancer dans cette transition bas carbone, moins on va être dans la dérive écologique, moins on va être certain d'être capable de s'acheminer ces matières premières critiques pour notre transition. On a aussi, et c'est ça qui est très important, j'en avais parlé à une minute sur les points de bascule, énormément de dynamiques qui pourraient et qui vont créer un emballement climatique. Donc ça, c'est par exemple l'appui très très fort que pose le changement climatique sur les puits de carbone forestiers et océaniques, mais également des phénomènes d'emballement climatique non linéaire, c'est le permafrost, c'est l'assèchement d'une partie de l'Amazonie, la transformation de l'Amazonie en savane, etc. Et donc, fondamentalement, tous ces points de bascule, en fait, ils sont tous situés autour de 2 degrés de réchauffement. Et il y a beaucoup d'incertitudes entre les scientifiques. C'est un peu la même chose que sur les précipitations. On a beaucoup de mal à situer le déclenchement de ces points de bascule entre les différents laboratoires de recherche. Et donc, quand on doit présenter ça sur les rapports du GIEC, on fait une analyse statistique. Sauf que cette analyse statistique, elle n'a pas beaucoup de sens physique, mais on ne peut pas faire mieux pour le moment. Et donc, si on prend cette analyse statistique, tous les points de bascule sont à peu près situés autour des 2 degrés de réchauffement. C'est pour ça que le 2 degrés est un objectif qui a été défini dans les rapports du GIEC, dans les COP, notamment la COP à Copenhague, et qui a été inscrit lors de la COP 21 à Paris. Mais du coup, et ce truc-là, fondamentalement, en fait, quand on marque vivre à 4 degrés, en fait, rien ne nous dit qu'on va s'arrêter à 4 degrés en France. Parce que si on déclenche un point de bascule, et ce qui est aussi très très ennuyeux avec les points de bascule, c'est que il nous faut de la profondeur statistique très importante pour savoir si un point de bascule a été déclenché ou pas. C'est-à-dire qu'on saura si la MOC a ralenti avec plus ou où c'est arrêté, où il nous faudra une profondeur de données plus importante. Donc peut-être 5, 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans, je dis n'importe quoi, pour savoir que le point de bascule s'est déclenché ou pas. Et c'est très ennuyeux ça. Parce que fondamentalement, s'il y a un point de bascule qui se déclenche, peut-être que s'adapter à 4 degrés, c'est pas suffisant. Peut-être s'adapter à 7, etc. Et en fait, avec ce raisonnement par l'absurde que je suis en train de faire, ça montre que fondamentalement, mais même le 4, c'est jouer à la roulette russe avec nos vies, en fait, pour aller très très vite. Et donc, il faut absolument réaffirmer l'impératif d'atténuer le changement climatique en même temps, d'avoir une politique de décarbonation ambitieuse, mener une diplomatie climatique pour
essayer d'imposer à terme une forme de traité de non-prolifération des énergies fossiles, c'est un enjeu de l'adaptation aussi, parce que plus on ira loin, moins on aura la capacité de s'adapter. Et fondamentalement, pour affronter ces signes noirs, il va falloir qu'on intègre ces incertitudes. Et donc là, j'arrive à cette notion d'incertitude. L'incertitude, du coup, c'est pas les rhinocéros gris. Et pour augmenter notre résilience à l'incertitude, il faut qu'on organise une forme d'entraide. L'entraide, elle s'oppose à la compétition. Et il y a un livre qui est absolument formidable pour bien comprendre cette notion. L'entraide, c'est un concept qui vient notamment de Kropotkin, mais qui a été réactualisé par Pablo Servigne et Gauthier Chapelle dans un livre qui s'appelle « L'entraide, l'autre loi de la jungle ». Qu'est-ce qu'ils expliquent dans ce livre, Pablo Servigne et Gauthier Chapelle ? Ils montrent qu'en fait, la loi de la jungle qu'on a appris à l'école, elle est fausse. La loi de la jungle qu'on a appris à l'école, c'est le darwinisme. C'est-à-dire qu'une espèce animale, une espèce végétale, un groupe humain va pouvoir se reproduire s'il est plus compétitif que les autres. Ça, c'est quelque chose qui existe dans la nature, mais ce n'est pas le cas dans toutes les conditions. En fait, le comportement de la compétition, il prédomine dans un environnement où il y a une relative abondance. Quand il y a une abondance des ressources, c'est les individus qui peuvent s'en accaparer le plus possible qui vont survivre. Sauf que quand vous êtes dans une situation de pénurie ou de crise, là, le comportement de compétition, c'est la catastrophe pour tout le monde. Parce qu'on a exactement l'élément de maladaptation systémique dont on a parlé au début de l'entretien. C'est-à-dire que si vous rentrez dans un monde où on a des pénuries ou des crises avec les réflexes de la compétition, chacun s'accapare les ressources pour lui-même. Et en s'accaparant les ressources pour lui-même, il crée la pénurie. Il accélère la pénurie. Alors que quand vous avez un groupe humain, par exemple, qui a institutionnalisé l'entraide, au moment où il y a la pénurie ou la catastrophe, il reste cohésif, il reste ensemble. S'il reste ensemble, il est capable, du coup, de mieux s'organiser, de mieux répartir le travail, de mieux intégrer la contrainte, de mieux s'adapter, en fait. Et donc, c'est l'adaptation qui permet de retrouver une forme d'abondance. Et cette adaptation, elle est conditionnée par l'entraide. Et l'entraide, elle conditionne la réponse à l'incertitude. Puisque la pénurie, fondamentalement, ou la crise, c'est quelque chose qui n'avait pas été anticipé. D'accord ? Parce que si elle avait été anticipée, on aurait pu résister à la crise. Et ça, c'est hyper intéressant comme schéma. C'est quelque chose qui existe aussi dans le vivant. Si tu prends, par exemple, 2 arbres dans un environnement qui est très riche et que tu déracines un de ces 2 arbres, tu vas voir que les racines du 2e arbre, qui est encore là, va progressivement envahir le canyon de l'autre arbre qui a été déraciné. Okay ? Si tu prends l'inverse, que tu mets ces 2 arbres dans un environnement qui est pauvre, on va dire quelque chose d'un peu désertique ou avec une faible vie dans les sols, et que tu enlèves le 2e arbre, et là tu as un phénomène complètement inverse, c'est-à-dire que les racines du 2e arbre vont se rétracter. Qu'est-ce qui se passe ? Dans l'environnement riche, les 2 arbres ils étaient en compétition, leurs racines se battaient pour accaparer une partie de l'humus, du sol, alors que dans l'environnement pauvre, ils coopéraient. Et ça, c'est vraiment une leçon extrêmement importante à comprendre. Et du coup, si on prend cette réflexion et qu'on l'étend, ça veut dire que nos sociétés, c'est un balancier entre des institutions de la compétition et des institutions de l'entraide. Et donc, pour généraliser l'entraide, il faut trouver le déjà là de l'entraide. Pour généraliser la robustesse, il faut trouver le déjà là robuste. Et quel est le principal déjà là ? Et c'est aussi quelque chose qui va dans notre impuissance politique, ça. Parce qu'on n'arrive pas à avoir nos déjà là. On arrive à voir tout ce qui va dans la compétition ou tout ce qui va dans le mauvais sens. Par contre, nos déjà de l'entraide, on y réfléchit un peu plus longtemps pour les trouver. Et le principal déjà là de l'entraide, on va trouver, par exemple, quand je pose cette question sur le déjà de l'entraide, on va nous dire mon voisin ou des choses très très micro. Sauf qu'il y a une institution macro en France qui est très importante. Qui est un déjà là de l'entraide énorme, c'est la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est hyper intéressant de savoir comment elle naît. Parce que ça te permet de nous inspirer sur comment on peut utiliser les crises qu'on va connaître pour se transformer radicalement. Ce
qui se passe, c'est que la sécurité sociale, elle naît en 1945 avec le Conseil national de la résistance, après l'effondrement de la Seconde Guerre mondiale, en généralisant quelque chose qui existait déjà dans le monde du travail avant. D'accord ? Il y avait des syndicats qui organisaient déjà cette forme d'organisation où certains travailleuses et travailleurs, où on prélevait des cotisations sociales chez certains travailleurs et travailleuses, et le prélèvement de ces cotisations sociales est dans une caisse, et cette caisse servait à financer la vieillesse, à financer la maladie, etc. Et le principe de ces caisses de sécurité sociale, c'est chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Et il y avait ce déjà-là. Déjà-là, crise grave, généralisation du déjà-là. Et du coup, en 1945, le Conseil national de la résistance, le ministre Ambroise Croizat et le fonctionnaire Pierre Laroque en particulier vont généraliser ce système de la sécurité sociale, et ils vont en fait par là même sortir la santé du marché, sortir la santé du paradigme de l'efficacité, sortir la santé du paradigme du profit et de la croissance de ce profit-là. Pourquoi ? Parce qu'on considère du coup que la santé, c'est un commun. C'est un commun à préserver, et si c'est un commun à préserver, il faut le préserver en particulier du marché. Et je pense qu'il y a très très peu de personnes en France qui seraient aujourd'hui pas touchées par cette histoire, ou en tout cas qui seraient contre de dire que la santé c'est un bien vital. Les Américains se battent beaucoup notamment sur cet aspect-là, notamment depuis Trump, mais avant, en disant que la santé c'est un human right et c'est pas quelque chose qui doit être marchandisé. Et nous, ça nous paraît tout à fait normal en France. Donc c'est bien déjà là hyper puissant à généraliser. Et aujourd'hui, du coup, comment marche notre sécurité sociale ? Et ben, c'est simplement qu'en fait, on a créé une sphère économique qui marche avec une monnaie marquée. La monnaie marquée, c'est la monnaie que vous avez sur votre carte vitale. Quand vous allez voir votre médecin, vous allez voir uniquement des médecins qui sont conventionnés. Et ce conventionnement permet d'avoir accès à cette monnaie marquée. Et donc, en fait, on a une sphère économique qui marche comme ça. Et chose extrêmement importante avec la sécurité sociale, dans sa version de 1945, ça a un peu changé depuis malheureusement, c'est que c'était construit comme un service public non étatique. Ce n'est pas l'État qui gère la sécurité sociale, c'est les représentants des assurés qui gèrent la sécurité sociale. Et du coup, en 1945, on a 3/4 des représentants du personnel, donc des représentants des travailleuses et des travailleurs qui gèrent la sécu, pour 1/4 des représentants du patronat. Et c'est ça qu'on appelle en France, c'est encore un mot galvaudé qui a perdu son sens, la démocratie sociale. La démocratie sociale, c'est une partie des institutions qui sont auto-organisées par les travailleuses et les travailleurs eux-mêmes, par les salariés, par le monde du travail. C'est très différent, par exemple, de ce qui s'est passé en Angleterre en 1945, au Royaume-Uni, pardon. Au Royaume-Uni, il y a eu ce qu'on appelle le National Health Services, et c'était une forme de sécurité sociale, mais du coup très différente, puisque tout était géré par l'État. Et quand on regarde, par exemple, l'état de notre sécurité sociale à nous, aujourd'hui, et l'état du système de santé britannique, le nôtre n'est pas en très bonne forme, mais quand on va voir celui du Royaume-Uni, c'est une catastrophe absolue. Et du coup, c'est un déjà là robuste, un déjà là résilient. Et une fois qu'on a cette réflexion-là, on se dit, mais mince, en fait, on pourrait avoir quelque chose ou construire par la base des nouvelles sécurités sociales. Ilian Moundib, je vous propose de passer à la dernière partie de l'émission, une partie un peu spéciale pour tous nos auditrices et nos auditeurs qui nous écoutent, ils savent exactement où je veux aller. Je vais vous poser deux questions très simples. Au nom du changement climatique, de quoi seriez-vous prêt à vous passer, quelque chose auquel vous tenez réellement, et de quoi vous ne seriez absolument pas prêt à vous passer? Et donc, comme d'habitude, je vais répondre à la deuxième question. Moi, je ne serais absolument pas prêt à me passer d'une part de flan. Donc, je vous ai ramené une petite part de flan pour répondre. Là, je vous ai ramené ça. Donc nous avons... alors, les auditeurs ne le voient pas, mais quand même, j'ai à peu près 3 kilos d'emballage pour 2 parts de flan. Ils n'ont pas lésiné là-dessus. Voilà, donc nous avons notre petit flan. C'est environ 75 kilos de CO2 de mon bilan carbone annuel. Donc voilà, c'est pour ça. J'ai fait le calcul pour dire que je ne pourrais absolument pas m'en passer. Et donc je vous propose vous, de répondre à ces deux questions autour de notre petite pâtisserie. Eh ben,
Je peux le manger là en direct ? Ah mais bien sûr. Alors je mange pour la vidéo quoi. Alors d'expérience. Ça me fera un coup de sucre. Alors bon, vous écoutez le podcast à l'heure que vous le souhaitez, mais sachez voilà qu'on est sur l'heure du déjeuner, donc si vous voulez le prendre en dessert, prends le dessert maintenant. Voilà, je ne vous en voudrais pas. Après voilà, d'expérience, je vous propose qu'on le partage après, parce qu'on m'a dit qu'il y avait des petits bruits de bouche dans le micro, mais bon après c'est de ma faute. Du direct. Voilà, c'est de ma faute, j'avais qu'à pas apporter à manger. Alors, ne pas se passer, je vais essayer d'avoir une réflexion qui s'articule avec celle sur l'éco-anxiété au début. C'est-à-dire qu'en fait, avec le changement de vie climatique et avec le bombardement d'informations qu'on se prend, il faut qu'on garde notre capacité à apprendre toujours plus et à s'émanciper par la connaissance. Donc la chose auquel je ne pourrais pas renoncer, c'est la lecture, les livres. Les livres, on va dire, mais la culture en général. Parce que en fait, quand on va dans un monde où les crises se multiplient. C'est l'ère de la polycrise, et donc on a une succession de crises systémiques. Je souligne aussi quelque chose, il faut arrêter de parler de crise climatique. Ce n'est pas une crise, c'est un nouvel ordre des choses. C'est irréversible, je ne l'ai pas dit, mais en fait, si demain matin on arrête d'émettre du CO2, malheureusement, on reste au niveau de changement climatique qui est embarqué par rapport... la température diminuera de façon très très... faible sur notre durée de vie et on a quelque chose qui est le CO2 se maintient dans l'atmosphère pendant des milliers d'années. Le CO2 c'est un oxyde, c'est exactement comme l'eau, donc c'est extrêmement stable malheureusement et voilà. Même si on augmente énormément la capacité de notre puits de carbone, on n'aura malheureusement pas trop de possibilités de refroidir le climat. Après il y a le sujet de géo-ingénierie, mais ça c'est autre chose. On fera ça, on réglera le compte de la géo-ingénierie. Moi, je ferai un épisode dédié parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui, c'est un sujet qui est très intéressant à traiter. Et donc, en fait, le gros souci avec ça, c'est qu'on va se taper plein de crises. Si on va se taper plein de crises, on va être sidéré en permanence. Parce que le jeu des médias, c'est en permanence de faire ça, de faire du clic, c'est-à-dire de faire peur. Et donc, de faire de l'audience et ces news là qui font peur, elles créent de l'audience, sauf qu'en fait du coup on est placé en permanence quand on traite ces sujets climatiques dans un flux d'informations hyper anxiogène en permanence, et le flux d'informations anxiogènes il nous empêche de réfléchir parce que toute notre énergie elle est dédiée du coup à réagir au flux qui nous tape dessus, et si on réagit au flux qui nous tape dessus, on n'a pas le temps d'agir et de penser des choses qui soient plus émancipatrices, ou en tout cas, on n'a pas le temps d'être actif. On réagit à ce flux d'informations. Et malheureusement, cette double mécanique-là, soit on a un effet où on va commencer à remettre ses œillères, c'est-à-dire je ne veux plus regarder ce sujet, je fais autre chose, je vis ma vie, et du coup, je m'émancipe. Non, je m'émancipe pas, du coup, je me complais dans les formes de domination que je subis et que je fais subir aux autres. Et donc je ne travaille plus à l'émancipation collective parce que je ne peux plus affronter ce sujet, j'ai plus de force. Ça va avec le burn-out militant, ça aussi, comme sujet. Et donc, pour moi, ce qu'il faut absolument conserver, c'est la capacité à se protéger de ce flux. C'est vrai que quand en fait on a un sujet tellement énorme, une réponse rationnelle, ça serait de redoubler les efforts en permanence parce que le sujet est énorme et parce qu'il faudrait mettre l'engagement à la hauteur de la dimension du sujet. Sauf qu'en fait, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et donc il faut avoir il faut se ménager des espaces safe, des espaces où on pense pas à ça, des espaces où en fait on s'émancipe par d'autres éléments collectifs et qu'on puisse garder dans ces espaces safe la capacité de réflexion, la capacité d'aller voir d'autres choses, la capacité d'augmenter notre compréhension du monde. Et en augmentant notre compréhension du monde, en augmentant notre sensibilité, on augmente notre créativité. Et en augmentant notre créativité, on augmente notre pouvoir d'agir. Donc sur les choses auxquelles on ne pourrait pas se passer, c'est ça, je pense. Et alors, de quoi pourriez-vous vous passer ? Peut-être un bien, un service, de l'alimentation, un voyage, tout ce que vous voulez. Moi, je pense que
pourrait se passer de beaucoup d'aspects du travail salarié, en fait, si on y réfléchit. Donc on pourrait se passer aussi de beaucoup d'heures de travail. Donc aujourd'hui, en fait, énormément de choses qui sont dans notre... énormément de... En fait, notre travail salarié, il prend une place extrêmement importante dans notre vie. C'est 5 jours par semaine. Sauf qu'en fait, quand on a 5 jours par semaine qui sont bouffés par une forme de travail salarié, eh ben, on n'a plus le temps d'avoir cette forme d'émancipation, d'aller réfléchir, etc. Et du coup, la place du travail dans nos vies, c'est quelque chose de fondamental pour repenser en fait pourquoi on n'arrive pas pour penser une forme de notre impuissance politique. Parce que la place du travail, c'est une place c'est 5 jours par semaine dans notre vie où on n'est pas en démocratie. Donc comme disait Jaurès, la révolution a fait le citoyen libre dans la cité, mais sert dans l'entreprise. C'est-à-dire que les structures des entreprises sont des structures qui sont hyper hiérarchiques et qui font intégrer un certain nombre de dominations. Les structures des entreprises, du coup, modèlent une partie de notre psyché autour des institutions de compétition. Elles homogénéisent nos vies. Elles homogénéisent nos rapports au monde, elles nous rendent efficaces et donc pas robustes. Et elles modèlent du coup nos psychés. Et fondamentalement, la place du travail, c'est une place toujours plus importante dans nos vies pour faire vivre l'efficacité contre la performance. Et en fait, pour moi, fondamentalement, et c'est l'idée qui est très très bien développée par un penseur que j'aime beaucoup, qui est André Gortz. En gros, si on ne reprend pas complètement une forme d'écologie aujourd'hui du renoncement pour la transformer en une forme d'écologie libertaire, c'est-à-dire une forme d'écologie où en fait on réinvente jusque notre rapport intime au travail, et fondamentalement, on va pas arriver à avoir l'énergie mentale pour remettre de la démocratie dans nos sociétés. Et je m'oppose un petit peu à quelque chose qui existe, que je vois tout le temps dans le débat public. On n'est pas là pour défendre nos démocraties, on est là pour les étendre. Parce que si on est sur un registre défensif, c'est-à-dire nos démocraties sont en danger, il faut défendre la démocratie, on ne l'enrichit pas la démocratie. Et cette démocratie, elle est hyper imparfaite parce qu'elle se résume en France toujours à un vote tous les 4 ans. Or, c'est ce rapport au travail qui crée en fait une forme pas d'hostilité par rapport à l'écologie, mais une forme de fatalité. C'est-à-dire, on ne va pas y arriver, une forme de fatalisme. C'est ce rapport au travail qui construit le fatalisme, parce qu'on n'a pas le temps de se projeter dans autre chose, dans quelque chose de différent. Et donc, réinventer notre rapport au travail, c'est créer structurellement dans nos vies des espaces de robustesse qui sont aussi source de créativité, et on va avoir besoin de beaucoup de créativité pour en fait affronter une transition fondamentale et en fait une bifurcation irréversible des conditions d'habitabilité de notre planète. Et du coup, pour ça, il va falloir faire une sécurité sociale des communs et des besoins, c'est-à-dire d'organiser les institutions du XXe siècle qui permettent de rentrer dans un monde qui est et qui sera pour toujours fluctuant maintenant. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Je rappelle votre livre « S'adapter au changement climatique » dans la collection Fake or Not chez Tana Éditions. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Pendant l'enregistrement, vous l'avez entendu, Iliane Moundip a présenté plusieurs cartes, mais aussi des graphiques. Pour les découvrir, n'hésitez pas à aller sur la page Instagram du podcast, mais aussi sur les réseaux sociaux d'Iliane, qu'il publie des vidéos sur LinkedIn, sur Instagram et sur YouTube, où vous retrouverez d'ailleurs l'intégralité de cet entretien en vidéo. Merci pour votre fidélité, et on se retrouve, comme d'habitude, dans 2 semaines pour un nouvel épisode.